Le sujet de ce troisième épisode sera le stress, la fatigue, l'épuisement, mais surtout les différents types d'adaptogènes. Parce que le terme adaptogène, si vous êtes moindrement familier avec ça, on entend dire plein de choses là-dessus. Puis là, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui n'est pas vrai, on ne sait plus si une plante peut vraiment aider à l'énergie, à tes hormones, et ci et ça. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les gens pour leur simplifier efficacement, rapidement et naturellement leur mieux-être. Je ne suis pas médecin, nutritionniste ou autre, je partage des informations et je t'invite à consulter ton professionnel, surtout si tu as des maladies, médicaments ou autres avant d'entamer quoi que ce soit. Le sujet du stress, c'est probablement le mal-être du 21e siècle par excellence. Selon un sondage fait en alentour de 2025, 47 des gens se disent être épuisés et 31 indiquent l'être davantage qu'il y a un an. En 2024, 42 des travailleurs souffraient d'épuisement professionnel contre 33 en 2023. C'est un sujet qu'on peut en lire en long et en large qui a énormément d'impact. Si jamais, pendant que toi, tu m'écoutes, ça donne que tu écoutes la vidéo qui s'ensuit, tu vas pouvoir en lire davantage sur mes slides, faire pause, en apprendre davantage plus sur tout ce qui est au niveau individuel, collectif, professionnel, etc., de l'impact du stress chronique et de l'épuisement en général. Si je fais juste résumer le sujet, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, par exemple, quand quelqu'un est épuisé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de productivité, ça peut aller facilement de 40 des gens qui vont remarquer ça, des retards dans les projets, une augmentation du roulement de personnel, des pertes de revenus. On va voir également plusieurs causes à ce stress, à cet épuisement. Exemple de cas, ça peut être des charges de travail importantes et longues heures de travail. Ça peut être de la fatigue émotionnelle ou mentale due à des tâches stressantes. Une équipe travail-vie personnelle insuffisant, un manque de soutien ou de reconnaissance de la direction, des manques de possibilités d'évolution professionnelle. Dans certaines clientèles ou certaines classes de gens, si je peux dire ainsi, on peut voir jusqu'à la moitié qui se considèrent en épuisement professionnel, principalement les parents. Selon l'OMS, l'épuisement professionnel, c'est un syndrome qui résulte d'un stress au travail mal géré. Il se caractérise par 3 dimensions. La première, c'est une sensation d'épuisement ou de manque d'énergie. Donc, c'est quand tu te sens vraiment fatigué. La deuxième, c'est une distanciation mentale accrue par rapport à son travail ou le sentiment de négativisme ou de cynisme à son égard. Grosso modo, ta santé mentale prend le bord, tu as des émotions négatives, tu commences même à faire de la dissociation. C'est un peu devenu une sorte de prison, je veux dire ça de même. Et la troisième, c'est une baisse de l'efficacité professionnelle. Donc, ce que tu étais capable de faire avant, tu n'es plus capable d'en faire autant. Il y a plusieurs études vraiment sur ce sujet, c'est très, très, très intéressant. Je ne ferai pas le tour parce qu'on va être là jusqu'à demain matin, mais sur un plan individuel, autant ça peut être des douleurs, ça peut être des inconforts, tant physiques, mental, dans l'appétit, le sommeil, la compensation dans les consommations d'alcool, médicaments, drogues ou autres, les sentiments de fatigue, la qualité de vie qui diminue, les fonctions cognitives qui diminuent, voire dans certains cas graves, les idées suicidaires. Donc vraiment, ça peut prendre énormément de forme. Et comme tantôt je mentionnais au travail, ça peut faire en sorte que les gens, des fois, regrettent leur choix de carrière, ils ont l'intention de quitter, ils s'absentent plus souvent, ils arrivent plus souvent en retard, ils tournent les coins ronds, il y en a qui ne prennent pas de précautions puis ils finissent par se blesser. Donc, vraiment, tout ça peut avoir des répercussions et des coûts de tout genre, que ce soit en termes d'énergie, de bien-être, de temps, que ce soit pour toi-même ou pour la société en général. Juste pour terminer sur le sujet du stress en général, avant de parler des plantes médicinales. Ce qui est intéressant, j'étais tombé sur une lecture qui suggérait 8 stades d'épuisement professionnel et leurs conséquences. Donc, je vais juste les nommer si jamais tu te sens
visée, je t'invite à faire un tour de ta vie pour voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le tout, à qui je pourrais en parler pour améliorer le tout. Donc, le premier, c'est l'hyperactivité. Tu sais, la période où est-ce que tu te sens, il y a une expression en anglais, tired but wired, qui est comme, genre, pas que je suis fatigué, mais un peu, mais je me sens vraiment performant. Ça en fait partie, entre autres, parce que quand tu vas être là-dedans, tu as tendance à être en hypervigilance, plus rapide, en faire plus, go, 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 moins prendre de pause. Donc, pour l'instant, tu le gères, mais jusqu'à quand? Ce qui amène à la deuxième étape, qui est l'épuisement. Donc, une fois que ton hyperactivité est retombée, tu as une phase d'épuisement. Le grand classique, ce sont les étudiants en fin de session. C'est la période que ça fait des semaines et des mois que tu travailles fort, puis après, tu es des semaines et des semaines en examen, puis là, tu finis ça ou tu tombes en vacances de ta job, puis gadon, tu tombes malade. Ben, c'est un peu ça l'image. La troisième, c'est l'activité réduite. Donc, non seulement ton hyperactivité baissé, que tu en es fatigué, mais tu as de la misère à remonter. Tu as beau dire, bon, je me suis pris ma fin de semaine off, je me suis pris en congé, ci, ça, mais tabarnouche que je suis plus capable de revenir comme je faisais avant. Donc, c'est comme, oups, la récupération ne semble pas être finie ou va avoir certaines répercussions dans le temps. La quatrième étape, ce sont des réactions émotionnelles. Donc, les expériences d'anxiété et de peur. Je fais une analogie visuelle. Choc post-traumatique. Juste pour vous faire rire un petit peu, c'est quoi la pire phrase qu'une blonde peut dire à son chum? C'est probablement chérie, il faut qu'on parle. Donc, déjà, ça fait oh shit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que. Fait que déjà, le scénario mental, la bouche embarque, puis pourtant, tu n'as rien fait. Puis peut-être qu'elle était comme, ben chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, on a gagné à la loterie. Ça pourrait être super heureux, mais déjà, tu es en mode un peu panique parce que ben, soit les gens ont eu des mauvaises réactions, ou tu te fais parler tout croche, ou tu te fais menacer, ou. Fait que déjà, tu as une phase où est-ce que même si tu as pris des mois à récupérer pour enfin revenir à un état de performance comme tu étais avant, ben tabarnouche, on dirait que tu es resté avec des blessures psychosomatiques, psychologiques ou autres qui sont comme oh non, je vais sauver mes arrières. La cinquième étape, c'est selon l'étude en question, des symptômes de la dépression. Donc, les troubles cognitifs, le manque de motivation, la dépression. Donc là, c'est vraiment ton humeur va moins bien. Puis, par exemple, au niveau de la job, si c'est ça qui te cause ça, ben, disons que tu commences à y aller de reculons, à regarder ça d'un mauvais œil. Il n'y a pas grand-chose qui te stimule, ça te rend triste, bref, ça t'épuise, ça te met à terre, puis ça te rend de mauvaise humeur. La sixième étape, c'est la dégradation. Donc là, c'est l'isolement social, le retrait physique. Si, par exemple, tu arrivais justement à l'étape où est-ce que, OK, je récupère plus autant, je performe plus autant, j'ai des PTSD du genre de mauvaises réactions avec des boss ou autres. Puis là, je commence à être vraiment de plus en plus déprimé de ma job, ce qui semble quasiment être une prison qui me sert de payer mes factures. Mais là, je commence à m'isoler des autres, même à la job. Que ce soit physiquement, socialement, peu importe, parce que j'en ai rien à foutre. Ils me dérangent. Quand je les écoute, ça me met down. Si j'étais avec eux, ça me met down. Fait que finalement, je commence déjà à nuire à mes autres sphères de la santé. Fait que oui, j'ai bien beau dire je m'en vais au gym, je prends soin de moi, je mange bien, je prends soin de moi, mais si ta vie sociale, ta vie professionnelle, ça va pas bien, puis tu commences à empiéter sur tes autres sphères pour éviter ces sphères-là, tu commences à dégrader et à creuser ton trou. La septième étape, c'est les symptômes psychosomatiques, notamment insomnie, maux de tête, troubles gastro-intestinaux. Un grand classique qu'un de mes amis donne souvent, j'adore cet exemple, c'est révélateur. Tu sais, les gens qui disent avoir mal au dos quand ils travaillent à l'année longue, puis gadon, le lendemain matin qu'ils sont tombés en vacances, ils n'ont plus mal au dos, puis ils n'ont pas mal au dos toutes leurs vacances. Dude, si ça fait comme 8 mois que tu as mal au dos, viens pas me dire que ça disparaît du jour au lendemain, dans la mesure que c'était, comment dire,
médical, je vais dire ça de même. C'est pas nécessairement le bon terme, mais vous comprenez. Si tu me dis que tu avais de l'arthrose, puis de l'arthrite, puis de la polyarthrite rhumatoïde, puis de la spondylarthrite ankylosante, puis probablement que ça s'en irait pas du jour au lendemain. Donc, si tu me dis justement que tu as mal au dos à l'année longue, sauf quand tu es en vacances, est-ce que c'est psychosomatique? Je fais un croche, une petite parenthèse. Je sais pas pourquoi ça me dit de le nommer, mais je le fais. Puis j'ai rien contre eux, mais mettons qu'il y a eu des histoires de clients que j'ai malheureusement connus qui ont été consulter leur médecin puis qui étaient peut-être en phase psychosomatique. Je dis bien peut-être. Peut-être qu'il y a autre chose. Puis des fois, le médecin, il dit, bon, ben, j'ai passé tous les tests, tout est beau. OK, mais j'ai toujours un inconfort. Je fais quoi? Ben, je peux essayer certains anti-inflammatoires sur ça, mais sinon, ça se passe dans ta tête. OK? Puis si ça se passe dans la tête, je fais quoi? Puis là, c'était quasiment le silence malaisant. Quand tu as un inconfort, ne serait-ce même psychosomatique, ça reste un inconfort qui t'a travaillé. Maintenant, c'est de savoir pourquoi. C'est-tu à cause de ton environnement, de ton social, de ta job, de ta famille, de tes proches, de ton alimentation, des crottes qui se passent sur ton cœur ou quoi? Fait que ça, c'est beaucoup plus de la thérapie psychologique, je vais dire ça de même, sous plusieurs formes, tant que tu trouves celle qui est bonne pour toi. La dernière étape, justement, à tout ça, c'est le désespoir. Donc, c'est vraiment les troubles physiques, chroniques, maladies graves ou le suicide, que là, c'est comme invalidité, on peut dire ça ainsi. Donc, quand tu es vraiment en état désespoir, là, si tu te sens de même, là, je t'invite seulement à consulter ton médecin, un psychologue, puis tous les thérapeutes de ce monde que tu voudras. Puis tout ça, là, ça fait souvent penser à du stress professionnel. Sauf que le stress peut prendre plusieurs formes. Dans certains cas, ça peut être des raisons sociales, démographiques, financières ou autres. Donc, des fois, tu peux être super bien heureux à job, voire même que la job peut être ton échappatoire parce que c'est ça l'affaire qui va bien dans ta vie. Mais dans d'autres cas, ça peut être aussi ta santé qui ne va pas super bien. D'ailleurs, ce qui est super intéressant, j'étais tombé sur cette étude-là qui disait, en fait, qui comparait l'impact du mode de vie en différentes intensités de stress. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un écart peu significatif entre les gens qui ont un plus ou moins bon mode de vie sur ton niveau d'être heureux, si je peux dire ça de même. Sauf que quand on met ces gens-là, ces deux groupes-là, dans une situation stressante, les gens qui ont un meilleur mode de vie tendent à être plus heureux quand même. Donc, si au début, tu dis, ben, je suis en situation pas trop stressante, puis j'aime ça manger des petits Joe Louis, gâteaux vachon et autres de ce monde, puis le petit plaisir à court terme me fait plaisir, sauf que suffit que je commence à tomber malade, à vivre une vie plus stressante, gadon, je vais tomber à un niveau en étant moins heureux que la personne qui faisait attention à elle-même déjà en partant. Et le mode de vie, ce qui est important de préciser, de nuancer, c'est que l'équilibre vie-travail, par exemple, peut amener à un épuisement au niveau émotionnel qui, lui, va affecter ton niveau de comment tu es heureux. Cependant, ton mode de vie peut impacter cette chaîne-là tant avant ton épuisement émotionnel qu'après ton épuisement émotionnel. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu ne dors pas super bien, tu es sédentaire, tu ne manges pas bien, ben, ça se peut que ça joue au niveau de ta vitalité et conséquemment, possiblement, au niveau de ton humeur. À l'inverse, si déjà tu n'es pas de bonne humeur et tu es en épuisement émotionnel, puis qu'en plus tu décides de moins bien dormir, de moins bien bouger, de moins bien manger parce que tu n'es pas dans un état mental d'être capable de prendre ces bonnes habitudes-là pour t'en sortir, ben tu vas te tirer dans le pied encore plus vite, malheureusement. Donc, comme quoi que le mode de vie a quand même un impact important sur ta joie de vivre en général. Donc, vraiment, quand on regarde tout ça, donc ce beau petit 15 minutes de podcast jusqu'à présent, on comprend que tabarnouche, le stress, ça impacte la santé tout bas, tout côté, puis même côté, je veux dire, santé physiologique, ben ça va impacter ta santé cardiovasculaire, ta santé hormonale, ta santé immunitaire, et etc. Fait intéressant. Au niveau de ta santé,
tu as 3 systèmes qui vont être plus les maîtres d'orchestre de ton adaptation au stress. Et ce sont les systèmes nerveux, les systèmes hormonaux et immunitaires. C'est ceux-là qui vont décider comment on va réguler la réponse au stress. Dans quel sens, quelle direction ça va aller. Pour à peu près quelle durée et intensité. Si, par exemple, je te mets devant un ours qui veut te tuer, tu vas probablement partir à courir. Tu ne seras pas en mode de c'est le temps de faire des bébés chéris. Tu vas plutôt être sauf qui peut. Ben, c'est un petit peu ça. Puis tant que tu vas courir, puis plus ça va être intense, ben, ta santé hormonale, ta santé nerveuse, ta santé immunitaire va aller conséquemment. Quand tu vis un stress aigu, c'est génial comme réaction. La problématique, c'est le stress chronique. Parce que tout ça vient déséquilibrer toute cette balance-là, ce qui fait que ton système nerveux a de la misère à relâcher quand c'est temps de relâcher, ton système hormonal a de la misère à gérer ses ressources pour faire de l'énergie comme il faut, puis ton système immunitaire, il ne sait plus s'il doit combattre des infections, toi-même, un anticorps, une allergie ou que c'est. C'est là que les fameuses plantes adaptogènes ont réellement gagné en popularité depuis, je ne dirais pas depuis toujours, mais presque. Les plantes adaptogènes, c'est quoi le concept? C'est que quand tu vis un stress aigu, tu le vis moins intensément. Si tu commences à le vivre plus longtemps, tu t'épuises moins que prévu et tu récupères plus vite. Grosso modo, c'est ça une plante adaptogène, qu'est-ce que ça fait? Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires en lien avec les plantes adaptogènes. Autant on peut remonter à l'époque des chasseurs-cueilleurs qui mangeaient des bêtes Schisandra pour les longues randonnées de chasse dans les périodes nocturnes où est-ce qu'il faisait froid et qu'ils avaient faim, jusqu'à la période des athlètes soviétiques qui consommaient du ginseng sibérien pour aider à performer physiquement. Donc concrètement, c'est quoi une plante adaptogène? Qu'est-ce qui n'est pas une plante adaptogène, des exemples et alternatives. La classification que je vais proposer est dérivée d'une étude scientifique que j'ai mis en référence dans le PowerPoint si jamais tu écoutes le vidéo. Sinon, ce n'est pas plus important que ça, mais sinon, il y a aussi un dérivé avec une herboriste et un petit peu de ma touche personnelle. Une plante adaptogène, ça a quelques critères de base. Grosso modo, c'est une plante qui aide de façon non spécifique le corps humain à résister à un large éventail de conditions défavorables. Donc ça peut être autant un stress physique. Donc, tu ailles par exemple dehors à moins 20 degrés. Ça peut être un stress chimique ou biologique. Donc, mettons, tu manges de quoi qui ne te fait pas bien, puis tu as une réaction digestive, puis ça dure 5 jours. Ça peut inclure aussi la pollution environnementale, les changements climatiques, radiation, maladies infectieuses ou discorde interpersonnel. Donc, grosso modo, c'est que peu importe ton type de stress, cette plante-là va te supporter. Ça va t'aider à maintenir l'homéostasie chez l'homme. Ce qui veut dire, pas chez l'homme, chez lui-même. Ce qui veut dire que ça va t'aider à retrouver un équilibre, à compenser, à résister aux troubles physiques causés par le stress externe. Donc, au lieu de dire, je risque de tomber malade, peut-être que tu vas tomber moins malade ou être moins à risque d'être malade. Ça va te permettre de vivre une situation qui est un peu plus intense que d'habitude en ayant le moins de dégâts possible. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça te nuise. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu te dis, pour peu importe la raison de ce monde, je veux faire un marathon à moins 40. Bon, j'exagère un peu, mais c'est juste pour faire. Je ne veux pas que la plante me rende malade. Je veux qu'elle m'aide à avoir de l'énergie pour me rendre jusqu'au bout. Et dans tous les cas, une plante adaptogène, ça peut venir être stimulant. Ce qui veut dire, tantôt quand je disais que quand tu vis un stress aigu, la plante adaptogène peut aider à la vivre moins intensément. Donc, ça peut avoir un effet calmant, entre guillemets. Pas nécessairement calmant sédatif que tu vas t'endormir. Ça va juste dire que tu vas être moins énervé. L'image que je peux t'offrir, c'est imagine quelqu'un qui boit trop de café. Tu sais, quelqu'un en bon anglais qui se pidé et qui est trop énervé, retourne-le à normal. Tu sais, avant son café, mais pas un état où est-ce qu'il était fatigué, tu sais, un état normal. C'est ça. Ce n'est pas un effet sédatif. Mais à l'inverse, si quelqu'un vit un stress chronique et commence à s'épuiser, si tu t'épuises moins et que tu récupères plus vite, ça se peut que si tu manques de gaz, que la plante vienne t'en offrir un peu plus.
Sauf que le problème dans tout ça, c'est qu'une plante adaptogène, on lit ça, puis c'est comme, mon Dieu Seigneur Jésus miséricordieux, on dirait la potion magique dans Astérix. On dirait le cadeau des dieux. On dirait que c'est ce qui va régler tout. Non seulement ça ne règle pas tout, première des choses, mais il y a plusieurs classes d'adaptogènes. On a réalisé avec les années, avec les dernières décennies, que c'est pas tous les adaptogènes qui s'équivalent. Il y a ce qu'on appelle des adaptogènes primaires. Eux autres, là, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est vraiment des plantes qui ont une énorme richesse littérature pour confirmer leurs propriétés adaptogènes vraiment de façon solide. Puis eux autres, ils aident à la résistance au stress. Ils aident à garder ton équilibre. Ils n'entraînent pas d'effets indésirables majeurs, même après un usage prolongé. Donc, c'est hyper intéressant. Mais en général, dépendant desquels, il y en a qui prennent beaucoup plus ou moins de temps à pousser. Ce qui veut dire que si tout le monde se garoche là-dessus, ça se peut qu'il y ait des plantes en voie de menace d'extinction et que si ça vient disparaître, on va avoir d'autres problèmes parce qu'on ne pourra plus en bénéficier. Ce qui est super cool avec ces plantes-là, c'est que tantôt, quand je disais la réaction de ton corps face au stress avec le système nerveux, hormonal, immunitaire, c'est que ce sont des systèmes qui se parlent entre eux pour garder un équilibre. Mais chacun d'entre eux a plusieurs niveaux, plusieurs organes, et ces plantes adaptogènes-là vont venir travailler à plusieurs organes en même temps. Par exemple, si je prends du Panax ginseng, ou de la Schisandra, ou de la Rhodiola, ou de l'Ashwagandha, c'est des plantes qui vont travailler tant au niveau de ton cerveau, donc l'hypothalamus, au niveau de ton hypophyse, la pituitaire, puis même au niveau de tes glandes surrénales ou adrenals. Donc, c'est ce qui fait l'axe HPA, comme on lit souvent. Donc, quand tu dis que tu es rendu épuisé à un point que même tes surrénales ont de la misère à faire du cortisol, même ta thyroïde a de la misère à faire des hormones thyroïdiennes, même ton hypophyse a de la misère à faire de la mélatonine, etc., peu importe, whatever, quand c'est rendu que tu as plusieurs organes qui ont de la misère à faire des hormones, ben, ce qui est le fun avec ces plantes-là, c'est que ça travaille à plusieurs niveaux. Donc, ceux-là, on pourrait vraiment les considérer comme des vraies plantes adaptogènes. Donc, on a pas mal tous les types de ginseng qui sont là-dedans. Des ginsengs sibériens, des ginsengs chinois, des ginsengs coréens, etc., de la Ashwagandha, Schisandra, Rhodiola. Puis ce qui est super cool là-dedans, c'est qu'il y a eu quelques études en question qui comparaient les bienfaits de ces plantes-là. Certaines d'entre elles peuvent avoir des effets, par exemple, hypolipidémia ou au niveau du cholestérol, au niveau de la gestion du stress. Il y en a qui vont de meilleurs que d'autres parce que chaque plante a une signature moléculaire énergétique qui va avoir des impacts différents. Mais dans certains cas, certaines plantes vont prendre plus de temps à agir que d'autres. Quoique, la littérature de nos jours n'a pas fait tous les tests. Si je prends l'ashwagandha, par exemple, c'est une plante qui, en général, c'est souvent du 2-3 mois d'essais cliniques avant de dire c'est quoi les résultats. C'est rare qu'on va voir des études où je pense qu'il n'y en a pas qui vont dire, bon, on essaie l'ashwagandha aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat. Par contre, il y a des plantes dans cette catégorie-là qui ont été étudiées dès le jour 1 et qui ont des résultats dès le jour 1. Et là-dedans, entre autres, il y a la rhodiola et l'éleutérocoque. Principalement l'éleutérocoque sous le brevet de Cereboost. Donc ça, c'est des plantes qui, grosso modo, là, je dirais, réserver ça pour vraiment une période là, de « OK, je suis au bout du rouleau, j'ai plus de gaz, j'ai de la misère à me lever. » Genre, oui, il va consulter, évidemment, mais quand tu n'as plus de gaz, c'est temps d'aller sur ces plantes-là. Si tu te sens stressé, fatigué, mais pas nécessairement épuisé, là, je te dirais c'est la deuxième catégorie qui va mieux convenir, qui sont les plantes adaptogènes secondaires. Donc, leur capacité adaptogène est souvent moins étudiée ou moins confirmée. Ils vont soutenir un peu au niveau immunitaire, nerveux, endocrinien, mais ça va être moins de façon élaborée. Ce qui veut dire, si je prends par exemple du basilic sacré. Du basilic sacré, on la connaît comme plante adaptogène. Sauf que quand on regarde la littérature scientifique à ce jour, on voit un effet anti-stress. Dans certaines études, on voit un effet au niveau de la régulation du cortisol, qui est l'hormone qui gère le stress. Mais contrairement à l'ashwagandha, qui va agir au niveau hypothalamus, au niveau hypophyse, au niveau thyroïde, au niveau de glande surrénale, ben là, ça semble être pas mal glande surrénale puis d'acide. Donc, ils sont moins
élaborés. Ça ne veut pas dire qu'ils marchent moins, ça veut juste dire que, comment je dirais, dans les contextes justement que tu te sens stressé, oui, il peut y avoir un peu de fatigue, mais tu n'es pas épuisé, je trouve que ça va être beaucoup plus approprié. Et surtout, ce qui est le fun, c'est que c'est une classe où est-ce qu'en général, j'ai bien dit en général, il y a quelques exceptions, ce sont des plantes qui poussent plus vite. On retrouve là-dedans, entre autres, le basilic sacré, l'ortie, l'astragale, le gotucola, etc., l'avoine. Donc, il y a des plantes qui, des fois, vont prendre plus de temps, comme l'astragale, c'est souvent la racine qu'on va prendre. En général, ça prend plus de temps, mais si je m'en vais avec le fruit de réchi ou le basilic sacré ou la mélisse, ben, ça pousse hyper vite, puis honnêtement, ça ne coûte pas si cher que ça, contrairement aux adaptogènes, je veux dire, vrais, qui souvent vont prendre des années à pousser pour pas grand-chose. Donc, encore une fois, dans cette catégorie-là, on retrouve certaines plantes qui ont des résultats dès le premier jour de consommation, ce qui est super intéressant. Là-dedans, on retrouve l'avoine. L'avoine, on la connaît comme aliment, mais comme plante. Donc, autant on peut prendre le grain d'avoine qu'on peut consommer, on peut consommer la paille d'avoine en tisane. On peut même l'utiliser dans des cosmétiques au niveau de la santé de la peau. L'avoine a super de bienfaits, mais au niveau, par exemple, des fonctions nerveuses, la gestion du stress, dès la première journée, on peut voir des résultats déjà. C'est hyper intéressant. Puis l'avoine, en plus, si on prend le grain, va contenir le son d'avoine. Donc, il y a des fibres qui peuvent aider à la gestion de la glycémie dans le temps. D'autres exemples de plantes qui sont dans cette catégorie-là. L'énérisson, ou plus communément appelé en anglais lion's mane, c'est un champignon. C'est un champignon qui n'a pas beaucoup d'études, mais il y a quelques études précliniques super intéressantes, dont 2 qui démontrent un effet dès le premier jour au niveau de certaines performances cognitives, dépendant des attributs. Puis déjà, en dedans de 28 jours, on voit une amélioration au niveau de la gestion du stress. Donc, l'énérisson n'a pas tant d'impact au niveau hormonal que ça, mais au niveau nerveux, oh, c'est intéressant. Puis étant un champignon avec des polysaccharides, oh, ça soutient également la santé immunitaire. Autre exemple, la plante la mélisse. Une de mes plantes favorites, honnêtement, c'est une chouchou. Dans les plantes, c'est probablement une de mes meilleures amies. Il y a 2 études qui, dès les premières heures de sa consommation, elle améliore l'humeur et ou les performances cognitives. Oh, super intéressant. Donc oui, il y a de l'ouvrage à étudier davantage. Il va toujours avoir plus de nuances, plus d'études nécessaires, etc. Mais OK, ça commence à être intéressant, là. 2 autres plantes que je vais nommer dans cette catégorie-là. L'huile essentielle de sauge espagnole. C'est rare qu'on la voit ici, la sauge espagnole, mais à petite dose, elle s'avère être intéressante pour les performances cognitives dans les heures suivant sa consommation. Tout comme le romarin. À petite dose, le romarin pourrait aider à la vitesse et aux performances cognitives dans les heures qui suivent. Oui, il va y avoir des nuances. Est-ce que c'est au niveau de l'humeur, au niveau de la précision, au niveau du délai de réponse, au niveau... Oui, il va y avoir des nuances. Certaines études que j'ai mis dans la vidéo en référence, vous pouvez aller les lire. Ils vont en parler justement, mais c'est quand même déjà intéressant de savoir que, il y a déjà eu des études, par exemple, chez le romarin, chez des gens qui ont soit un déclin cognitif ou des étudiants universitaires. Je crois que je n'ai pas mis les références pour celle-là, mais par exemple, des étudiants universitaires qui essayaient du romarin, bien, dans les heures qui suivaient, déjà voyaient des améliorations. J'étais comme, oh, intéressant à savoir. Donc, vraiment, les adaptogènes secondaires. J'aime pas nécessairement la terminologie adaptogène. Je dirais plus tonique, tropho-restaurateur ou nutritive. Dépend c'est quoi la plante. Il y a plusieurs terminologies utilisées en phytothérapie occidentale traditionnelle. Mais c'est ça, c'est que ça peut avoir un impact au niveau hormonal ou autre, mais ça ne sera pas à proprement dit un adaptogène, un vrai. La dernière catégorie, ce sont les compagnons adaptogènes. Grosso modo, c'est un peu comme ceux secondaires, mais vont moins agir au niveau de la gestion du stress. C'est souvent plus de la médecine chinoise, mettons de la réglisse, de la cayenne, du poivre noir, de la cannelle, du gingembre. Fait que c'est pas tant spécifique que ça nécessairement la gestion du stress, mais ça peut aider quand même. Donc, si tu trouves que cette vidéo-là t'intéresse,
t'a aidé à mieux choisir tes suppléments pour la gestion du stress et ton énergie, abonne-toi à ma chaîne pour rien manquer. Tu vas adorer les prochains sujets.